Maître Yapobi Niaba, avocate, nous fait l'honneur d'être pour la deuxième fois sur le plateau de la matinale pour parler d'un thème très important, très récurrent, qui fait partie donc d'un couplet de thèmes très sollicité par les téléspectateurs. Le licenciement et le licenciement abusif. C'est quoi le licenciement? Son côté abusif, on est revenu vraiment là-dessus la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons commencer par ce cas-là concret. Monsieur D est depuis 5 ans cariste au sein de l'entreprise X qui sous-traite les activités de manutention de la société Y qui dispose d'un entrepôt situé au port. Hier, il a été payé comme à la fin de chaque journée de travail. À sa grande surprise, ce matin, comme tous les matins, il est pointé au travail, mais c'est entendu dire par le chef qu'il ait mis fin à son contrat de travail pour rupture du contrat de prestation de service qui liait son employeur à la société Y. La rupture du contrat de travail de M. D est-elle légitime? Maître Yapobi, bonjour. Voici le premier cas. On entre de plein pied dans le cas. Oui, merci M. Govoy. Effectivement, nous sommes de plein pied dans un cas de travailleurs journaliers. Monsieur X, vous avez dit... Monsieur D, pardon, est cariste dans une entreprise de manutention. Ça veut dire que son employeur met Monsieur D à la disposition d'un utilisateur, d'une entreprise utilisatrice, pour des opérations de manutention. Généralement, ce type de contrats sont des contrats à durée déterminée, à terme imprécis, parce que l'employé est utilisé pour une période qui va être le temps d'un surcroît de travail occasionnel ou une activité particulière par l'utilisateur. Et ce type de contrat, ce sont des contrats qui sont dits journaliers parce que précaires, parce que l'employé est payé soit à la journée, soit à la semaine, soit à la quinzaine. Et c'est le mode de paiement ici qui va caractériser et déterminer le type de contrat auquel on a affaire. Et dans ce type de contrat, parce que justement ce contrat est considéré comme précaire, l'employé, à chaque paie, voit son contrat terminé. Ça veut dire qu'à la fin de chaque journée ou de chaque semaine ou de chaque quinzaine, l'employé est payé et tous ses droits de rupture sont payés en même temps que son salaire. Ça veut dire ses congés au prorata du temps passé, sa gratification. Il touche aussi une indemnité dite de précarité, justement, à la fin de ce contrat-là. Donc, dans le cas qui nous intéresse, à chaque journée, puisqu'il est payé tous les jours, son contrat finit à la fin de la journée. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que le lendemain, quand il arrive, son employeur lui dise qu'il n'y a plus de travail. Donc, on ne peut pas considérer ici qu'il y a licenciement et à plus forte raison, licenciement abusif. Il y a juste fin de contrat. Et dans ce cas-là, la rupture est considérée comme légitime de la part de l'employeur. Toutes les fonctions des clauses de ce contrat spécifique-là? Oui, parce qu'il s'agit d'un contrat de travailleur journalier. C'est clair, parce que énormément de personnes sont dans ce cas-là. Oui, beaucoup de gens sont dans ce cas et beaucoup de gens confondent le travail journalier avec d'autres types de contrats. Et il est très important de savoir que le contrat de travail journalier obéit à des règles bien précises, à savoir que, comme son nom l'indique, le contrat se finit à chaque paie. Voilà. D'accord. En tout cas, la précision était très importante. Autre cas à vous soumettre, maître. Monsieur F est comptable embauché il y a 7 mois par la société S. Il a été placé au sein de la société T pour remplacer Madame Z, mise en disponibilité pour une formation à l'étranger. Cette dernière étant de retour, la société T le remet à la disposition de la société S qui, ne disposant pas d'un poste où le placer, rompt son contrat de travail. Le licenciement de Monsieur F est-il légitime? Pardon. Alors, le cas ne le précise pas. On ne sait pas quel est le type de contrat dont monsieur F bénéficie. Ce que je peux dire, c'est qu'on est en présence ici d'un contrat qu'on va dire triangulaire. Vous avez en présence
un employeur, un employé et un utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de contrat aussi obéit à des règles particulières. Est-ce qu'il s'agit là d'un placement? Est-ce qu'il s'agit d'un placement de travailleurs temporaires? C'est des contrats tout à fait différents. Comme le cas ne le précise pas, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, de la même manière que pour les contrats journaliers, donne des directives très spécifiques pour le fonctionnement de ce type de contrat. Et dans le cas des travailleurs temporaires, par exemple, qui consiste en un employeur à mettre à disposition de l'utilisateur, on va dire l'entreprise utilisatrice, un travailleur selon des compétences particulières convenues entre les deux parties pour un temps bien précis qui ne peut pas dépasser 2 mois, par exemple. Et là, il s'agit d'un contrat de travail temporaire. Et c'est les entreprises, pour pouvoir mettre à disposition ce type d'employés à des utilisateurs, doivent obéir à certaines règles prescrites par la loi, et notamment une autorisation administrative d'être employeur entrepreneur de travail temporaire. Dans ce cas précis, ça n'est pas précisé. Donc, on va prendre l'hypothèse où il ne s'agit pas d'un entrepreneur agréé et que l'employeur met à disposition un travailleur à une autre entreprise, comme c'est le cas ici, en remplacement d'un travailleur absent. Il faut savoir que si l'employeur ne répond pas à ces règles prescrites par la loi, c'est-à-dire notamment l'agrément en tant qu'entrepreneur de travail temporaire, le contrat est considéré comme nul. Et le contrat est considéré comme nul, non seulement est considéré comme nul le contrat entre l'entrepreneur et l'utilisateur, mais aussi entre l'employé et l'employeur. Et donc, ce monsieur, malheureusement, se retrouve dans un cas où son contrat même est nul, en tant que, oui, son contrat de travail se retrouve être considéré comme nul, puisqu'il ne pouvait pas être placé dans ces conditions-là chez l'utilisateur. Mais les conséquences de cette nullité vont plutôt s'appliquer aux travailleurs et bénéficier dans ce cas-là à l'employeur et va bénéficier dans ce cas-là au travailleur, lequel va se voir requalifier son contrat en un contrat de travail indéterminé, parce que dès lors qu'il est possible d'établir un lien de subordination entre l'utilisateur et le travailleur et qu'il est clair qu'il a mis son travail au service de cet utilisateur-là, on va considérer qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, puisque non écrit, et au bénéfice du travailleur, avec toutes les conséquences de droit pour ce qui concerne la rupture du contrat de travail. Donc une telle rupture peut être considérée abusive de la part de l'employeur, mais dans ce cas, comme je précise, l'employeur ne sera plus celui qui a placé le travailleur chez l'utilisateur, mais ce sera plutôt l'utilisateur qui sera considéré comme employeur de ce monsieur. Maître, que dit la loi relativement aux femmes enceintes? Parce qu'au niveau des ruptures de contrat, que ce soit licenciement simple ou licenciement abusif, beaucoup de femmes enceintes souffrent des affres de cette procédure-là. Alors, une femme qui est enceinte de 2 mois, qui passe un entretien et qui va être embauchée, est-ce qu'elle peut être à tout moment frappée d'un licenciement lorsqu'elle va annoncer son état? Évidemment, non. On ne peut pas licencier une femme parce qu'elle attend un enfant. Justement, le Code du travail condamne cela. Une femme qui attend un enfant, comme n'importe quel employeur, comme n'importe quel employé, a le droit de travailler. Et vous savez que les congés de maternité se prennent à partir de 7 mois et demi. Et ce sont des congés. Après son accouchement, la femme enceinte qui a accouché revient reprendre sa place au sein de son entreprise. Donc,
le motif de licenciement... Excusez-moi, je me permets. 7 mois et demi. Est-ce qu'à 7 mois, une femme peut se présenter à un entretien d'embauche et vraiment, elle est retenue parce que, bon, peut-être on ne sent pas la grossesse et puis après, par devant, est-ce qu'elle a un droit de demander, je ne sais pas. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le licenciement, il doit être pour des justes motifs. Et on considère que licencier une femme parce qu'elle attend un enfant n'est pas un juste motif. Et de ce fait, un tel licenciement ne peut être que considéré comme abusif. C'est clair, c'est net. À côté de cela, ce qu'on peut observer plutôt, c'est la discrimination à l'emploi de la femme parce que justement, si il est manifeste qu'elle attend un enfant, au cours d'un entretien d'embauche, le potentiel employeur pourra utiliser divers motifs autres que sa grossesse, bien entendu, pour prétendre que le poste ne peut pas lui être acquis. Mais en aucun cas, il ne prendra le risque de dire « je ne vous prends pas parce que vous attendez un enfant ». Cette discrimination, elle est très subtile. Oui. Et c'est malheureusement, dans ces conditions-là, le législateur, il ne peut que poser des principes. Mais après, dans la pratique, comment la femme va justifier qu'elle n'a pas été retenue à cause de son état de grossesse, ça devient plus difficile, évidemment. Voilà. Mais le licenciement pour cause de grossesse est nécessairement, obligatoirement, un licenciement abusif. D'accord. Alors, Maître, on a un autre cas pour vous. Madame G a été embauchée par la société K, entrepreneur de travail temporaire, pour effectuer un remplacement de 2 mois d'une employée en indisponibilité. 4 mois plus tard, il lui est signifié son licenciement par la société K. Madame G ne l'entend pas de cette oreille. Que peut-elle faire? Là, nous nous trouvons dans un cas légal de travail temporaire. Comme je vous disais tout à l'heure, l'entrepreneur de travail temporaire obéit à certaines prescriptions légales et quand il intervient dans le cadre de ces prescriptions, on peut dire qu'il exerce de façon légale. Donc cette dame a été embauchée par une entreprise de travail temporaire et est placée en remplacement chez l'utilisateur d'une employée en disponibilité. Il faut savoir que la loi donne des délais au-delà duquel le travail temporaire ne peut pas se prolonger. Et le délai est de 2 mois, prescrit par la loi. C'est-à-dire que, pardon, de 3 mois. Quand une entreprise place un travailleur temporaire chez un utilisateur, le contrat ne peut en aucun cas excéder 3 mois. Il y a quand même une exception, c'est que d'accord parti, ce délai peut être prolongé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne peut être prolongé que 3 fois pendant 1 mois, c'est-à-dire 3 mois successivement, ce qui fait qu'on peut avoir un maximum de 3 mois et une fois 1 mois, une autre fois 1 mois et une troisième fois 1 mois, ce qui fait qu'un total de 6 mois au-delà duquel le contrat temporaire ne peut se prolonger. Alors, quand on arrive à un cas comme celui-là, où le contrat s'est prolongé au-delà des 3 mois, sans renouvellement, parce que je précise que le premier délai, c'est un délai de 3 mois, et que si les parties souhaitent le prolonger d'1 mois, il va falloir qu'elles prennent ce qu'on appelle un avenant au contrat, un avenant de prolongation. Et si cet avenant de prolongation n'est pas pris, et que la personne est maintenue à son poste au-delà de la prolongation, alors le législateur sanctionne cela parce qu'à ce moment-là, l'employé est considéré comme employé par l'utilisateur. Il devient donc l'employé de l'utilisateur et lié par un contrat à durée indéterminée dans ces cas-là. Puisque le contrat à durée déterminée, une des règles principales du contrat à durée déterminée, c'est qu'il faut un écrit et il faut une date de départ et une date de fin de contrat. Et quand l'employé reste au-delà de la date limite autorisée par la loi au sein de l'entreprise utilisatrice, on considère qu'il est réputé embauché
par l'entreprise utilisatrice, par un contrat à durée indéterminée, puisqu'il n'y a pas de contrat qui a été pris de façon express entre l'utilisateur et le travailleur. Maître, au vu de tout ce qu'on a vu avec vous dans ces 2 séances-là, et par rapport à la législation en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion concernant aux employeurs ou aux employés relativement au licenciement abusif? Quelles sont les précautions qu'on doit prendre de part et d'autre? Oui, alors, comme je le disais la semaine dernière, les parties contractent librement un contrat de travail. Et le principe de la liberté contractuelle, c'est que quand on n'a plus convenance à rester dans les liens contractuels, on peut partir librement. Mais partir librement suppose quand même le respect de certaines règles pour pas que justement l'une ou l'autre des parties se trouve lésée par la volonté de son co-contractant de se délier de ces liens de travail qu'ils ont. Donc, la principale chose à faire quand on rentre dans un contrat de travail, c'est déjà de bien savoir de quel contrat de travail il s'agit. Parce que les règles de séparation varieront selon qu'on est dans un contrat à durée déterminée ou indéterminée, ou selon qu'on sera dans un contrat de type journalier ou occasionnel, etc. etc. Donc, il s'agit pour les parties au contrat de bien être informées de ce à quoi elles s'engagent. Et malheureusement, justement, ce à quoi on assiste, notamment en ce qui concerne les licenciements abusifs, c'est la méconnaissance totale des lois, des règles de séparation en entreprise. Et ce que je peux demander, et ce pourquoi nous sommes là au titre du barreau, justement, c'est de vulgariser les lois pour permettre une meilleure connaissance de la population des lois. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on évite justement les séparations abusives. Ça peut être évité si on maîtrise bien les lois qui concernent le contrat de travail. Les parties peuvent se séparer sans que cela entraîne des procès, des demandes en dommages et intérêts, etc. etc. Merci infiniment, Maître Yapoubi, avec beaucoup de plaisir. Merci, hein, merci au barreau qui a permis que vous soyez là à 2 doses. Et on salue respectueusement le bâtonnier et toute sa vaillante et dynamique équipe.